Bonjour et bienvenue sur le podcast des jeunes Africains inspirants. Les jeunes Africains inspirants, c'est la conviction qu'au sein de notre jeunesse africaine, nous avons de quoi nous enrichir pour avancer vers le succès tel qu'il nous correspond. Je vais à la recherche et je discute avec des jeunes en mouvement. Par leur parcours, ils m'inspirent. Il nous faut réussir et ce n'est pas le jour de chasse qu'on dresse son chien. Je suis Efoué Rodrigue Wallace, docteur ingénieur en mécanique et artiste le soir. Je reçois dans ce podcast d'autres jeunes, comme moi, pour discuter de leur parcours, de leurs choix, de leurs échecs, de leurs réussites, de leur mindset, d'argent, de foi, de hobby et j'en passe. Si tu aimes notre approche, je t'invite à t'abonner et à partager avec les gens que tu aimes. Si tu détestes, je t'invite également à t'abonner pour avoir des arguments pour détester et je t'invite à partager ce podcast à des gens que tu détestes. Dans cet épisode, j'accueille un analyste financier d'une grande banque sur le continent. Son parcours, loin d'être simple, lui a demandé abnégation et ténacité. Christian nous montre une façon d'y arriver sur le continent malgré tout. Sa philosophie, c'est de toujours essayer, car si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Dans cette discussion, nous parlerons des métiers autour de l'économie et de la finance, et puis nous ferons bien sûr un peu d'éducation financière. L'argent, c'est important, alors il faut qu'on en parle. Et on en parle avec mon premier compatriote sur le podcast, Monsieur Christian. Est-ce que vous êtes disponible? Je dis, mais bien sûr que je suis disponible. Il me dit le lendemain à 13h. Le lendemain à 13h, je pars faire l'entretien. J'arrive dès que je vois la dame. On n'a même pas parlé 5 minutes. Et quand j'arrive, il y avait un candidat avant moi. Un candidat avant moi qui était en train de sortir. Alors, on parle pas 5 minutes. Elle me dit, ok. Elle commence par me citer. Elle commence par me dire ce que je vais faire comme tâche. Et après, elle me dit, bon, si éventuellement je suis retenu. Je dis, ok. On parle 5 minutes après, je sors. J'arrive à la maison. Il y avait environ 1 heure plus tard. On m'appelle, on me dit, bon, c'est bon, on t'a retenu pour le poste. Ah ouais. Et là, Tu lui as fait une forte impression. Voilà, et c'était un CDD, tu vois. Et là, Vas-y, donne-nous un peu quelques astuces, parce que là, tu as frappé fort quand même. Tu as fait un entretien de 5 minutes, 1 heure après. Donne-nous un peu des astuces pour les entretiens. Comment tu t'es présenté là-bas? Comment tu t'es tenu pour que, tu vois, l'impression, elle soit impactante tout de suite? 5 minutes que ça, mais après, peut-être, c'est pas une cinquantaine de candidatures envoyées. Tu vois? Donc, on arrive, comme j'avais dit, on avait déjà fait un entretien avec les ressources humaines et avec le contrôle interne, il y a 3 mois en arrière. Tu vois? Donc, quand on arrive, elle, c'était vraiment pour faire le choix. C'est-à-dire, on avait déjà retenu des candidats. C'était à elle de faire le choix en fonction de ses préférences. Voilà. Donc, quand on arrive, on parle, on demande de me présenter, je me présente. Elle me dit, on va aller très rapidement. Donc, moi aussi, j'y vais très rapidement. Je fais un petit sommaire. Voilà, je me présente, je donne mon diplôme. Je donne que ma dernière expérience. Je parle de mon expérience dans la banque internationale à Louvain. Et je parle de là où j'étais actuellement en train de faire mon truc. Elle me dit, ok. Ouais. Et on passe au vif du sujet. Elle me dit directement, bon, voilà. Il y a besoin de quelqu'un pour faire ci. Ça, il y a besoin de quelqu'un pour m'assister dans ça parce que je bouge beaucoup. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Donc, éventuellement, si tu as retenu, voilà ce que tu auras à faire. Est-ce que tu as des questions? Je lui dis non, j'ai pas de questions. Elle me demande, je pense qu'elle m'a demandé, en termes de leadership, c'est quoi tes aptitudes, tes compétences? Elle m'a dit un truc en leadership, en tout cas. Je lui dis, ah, bon, voilà, c'est nouveau pour moi, mais je suis ouvert à apprendre des trucs, voilà. Elle me dit, ok, c'est bon, on me rappellera, ok. Je pars, et c'est fini. Et elle me rappelle après. Là où, on va dire que j'ai pris un peu la confiance. C'était pas sûr que ça aurait été moi, mais j'ai pris un peu la confiance. C'est quand elle m'a cité tout ce que j'aurais dû faire, et après elle me dit, si éventuellement tu es retenu. Et j'ai souri. Elle me dit, ah, je vois que tu es confiant. Tu souris parce que tu es confiant.
Et elle me dit, c'est bien. Ok, Parce qu'elle s'est mise à me parler comme si j'étais retenu, tu vois. Et d'accord. après, elle se rend compte que non, je n'étais pas retenu. Elle me dit si éventuellement je suis retenu. Donc, moi, ça me fait rigoler. Moi, je souris. Et elle se rend compte qu'en fait, elle est allée plus vite qu'en besoin. Donc, moi, je souris. Elle me dit, Elle savait qu'elle t'avait déjà pris. Donc, vous voilà. aviez Donc, compris que voilà. tu avais déjà le job, quoi. Voilà. Mais C'est là que voilà, je suis. elle essayait de se rattraper un peu. Exactement. Et elle a compris que j'avais compris. Tu vois. Donc, je Ouais. souris. Elle me dit, ah bon, il y a la confiance. Et c'est bon. Je rentre, pile 1 heure après, hein. Je rentre même parce que quand j'avais pris une permission au boulot, ou en Hmm. stage, donc après, je ne retourne pas là-bas. Ça c'était carrément à l'autre bout de la ville. Donc, je rentre, je me repose, je dormais. J'essayais de siester, on m'appelle. On me dit, bon, voilà, bon, la directrice a fait son choix, et puis voilà. Voilà. Tu débutes, Ouais, c'est propre. je pense, et lundi, je débute lundi, un truc comme ça. Donc, là où je faisais un stage à 35 000, là où je fais un stage à 35 000, je n'ai pas fait un mois. Voilà. J'ai fait à Ouais. peine un mois. Et j'ai mon premier CDD directement. Propre, Tu vois. propre, propre. Après, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est quoi la suite du parcours là? Parce que là, aujourd'hui, tu es à Lomé. Oui. En ton premier travail, c'est quoi les différents tafs que tu fais pour arriver ensuite Voilà. aujourd'hui à où tu es à Lomé là? Ok. Donc, quand je finis, d'ailleurs, j'avais même pas fini. On avait fini les cours, mais j'ai pas encore soutenu. Donc, ce que je dis, mon premier stage, c'était en novembre Mhm. 2019. Et j'ai le premier CDD en décembre 2019. Décembre 2019 que je commence. Et quand je commence en décembre 2019, je devais soutenir mon MBA justement en décembre. Quand j'avais Ok. fini, mais je n'avais pas encore le diplôme. Donc, je commence avec elle. Et au bout de 2 semaines, je lui explique que j'aurais besoin d'une journée pour aller soutenir justement mon MBA. Hmm. Journée qu'on m'accorde et je pars soutenir dans ça se passe bien. Heureusement pour moi, ou malheureusement pour moi, dès qu'on m'embauche, la Covid arrive, tu vois. Ah, Donc, tout 2020. est suspendu. Je commence en 2019, tout est suspendu. Il y avait plus de, il y avait plus de recrutement. Tout est vraiment, c'est-à-dire que si je n'étais pas rentré à l'époque, là, c'est fini, quoi. J'aurais pas été embauché. Hmm. Parce que Ouais. la banque suspend les recrutements pendant 2 ans. Donc, on ne recrute plus personne pendant 2 ans. Moi, je suis rentré plus. Et dans notre discussion, normalement, avec elle, au bout d'une année maximum, je devais passer en CDI. Tu vois? Au bout Hmm. d'une année maximum, c'était au bout de 6 mois ou une année maximum, je pense. Mais comme on rentre dans la Covid, toutes les activités sont suspendues et tout. Au bout d'une année après, voilà, quand on était à l'anniversaire de la première année, je lui ai posé la question à savoir, voilà, suivant nos discussions, je devais passer en CDI. Je voudrais savoir comment ça se passe aujourd'hui, quelles sont mes perspectives. Déjà, son impression sur mon travail Ouais. et quelles sont les perspectives. Est-ce qu'elle pense que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire et tout. Elle m'a dit oui, qu'elle était satisfaite du travail, sinon elle me l'aurait dit déjà. Et que pour le CDI, et que tout le monde y pensait. Et malheureusement, il y a eu une conjoncture, c'est que voilà, la banque a suspendu les recrutements dans la banque, que j'ai pu remarquer que et puis effectivement, il y avait de gros gaps de personnel dans certains départements, mais on n'arrivait pas à recruter parce que la banque avait passé des Hmm. consignes de ne plus recruter parce que la période Covid, personne ne savait quel impact ça aurait eu sur les Ça, banques, sur sur le la domaine du suite, tu ouais. vois. Voilà, Hmm. donc tout le monde essayait de limiter au maximum. C'est vrai que finalement, les banques ont fait plus de chiffres dans cette période, mais c'était vraiment la première année et personne n'a recruté. J'ai dit oui. Qu'avec le manque de visibilité, elle voulait pas prendre le risque d'embaucher, se retrouver Oui, coincée ça avec du c'était une personnel, stratégie quoi. c'était une Hmm. stratégie du groupe. C'était même pas elle qui décidait. C'était pas elle seule, tu vois. C'est le groupe qui avait demandé à Hmm. toutes les filiales de ne pas le faire. Donc j'ai dit oui, je comprenais. Et puis voilà, on a continué. Donc j'ai fait une année, une deuxième année. Bon, au bout d'une deuxième année, bon, j'ai commencé à dire ça fait beaucoup. Faudrait quand même que vous essayiez que j'ai une visibilité claire, tu vois. Hmm. Ouais, parce que normalement, au jeu de la loi, je pouvais pas faire plus de 2 ans. CDD, au bout de 2 ans, ils trouvent un autre stratagème, pardon, pour encore faire du Ouais. CDD. Donc, je commence, j'entame ma troisième année, voilà. Et là, à ce moment-là, commence pas à bouder un peu parce que j'avais pas de visibilité claire. C'était pas, tu sais, je me disais, bon, quand même, la Covid est passée, les recrutements ont recommencé, voilà, il fallait quand même au moins que je passe à l'étape supérieure au bout de 3 ans quand même. Il y a eu des promesses, il y a eu, voilà, vraiment, vraiment des promesses qui étaient à 2 doigts. Ça ne se concrétisait pas.
Et après, je commence à postuler. Moi, je veux dire que j'ai toujours été pragmatique. Même en étant là-bas, dès la première année, j'ai toujours postulé, j'ai toujours regardé. C'est pas par cupidité, mais c'est-à-dire, je me suis toujours dit que la meilleure opportunité, personne ne sait quand et comment elle va se présenter. Hmm. Tu vois. Quelqu'un m'a Il dit une fois, il faut si tu rester ne fais, ouvert. voilà. Quelqu'un m'a dit une fois, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Si tu ne postules Hmm. pas, on ne risque pas de t'appeler. Bah, c'est Voilà. sûr. Donc, je postulais, mais vite, vite, quand je voyais vraiment des trucs qui m'intéressaient, dans des institutions qui m'intéressaient, où je savais que c'était vraiment un cran au-dessus de ce que je fais actuellement. Ouais. Et entre-temps, je continuais, je me préparais. J'ai fait une certification, j'ai payé une certification. Comme, voilà, on m'a embauché en CDD, je gagnais un peu plus. Je me suis permis de me payer une certification. Avec la Covid, c'était ralenti. J'ai payé une Hmm. certification en ligne. C'était carrément une formation. C'était une formation de 6 mois. Normalement de 6 mois, mais ça a duré, ça m'a pris une année. Voilà. C'était à ton D'accord. rythme. Voilà. Ouais. Une année. J'ai fait une formation qui était vraiment dans mon domaine, en Hmm. plus de ce que j'avais déjà eu. Donc, je le faisais de temps à autre et tout. Et je regardais toujours ailleurs. Bon, c'est comme Ça, ça. c'est aussi important. J'aimerais souligner ça. C'est que on le dit souvent, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur toi-même. Et en Mhm. fait, faut pas arrêter d'apprendre. Si on veut Mhm. progresser dans une carrière professionnellement, faut jamais arrêter d'apprendre. Toujours une Mhm. opportunité d'apprendre. Faut, dans son revenu, laisser un peu de Mhm. sous pour la formation, une Oui. certification par-ci par-là, un petit e-learning par-ci Mhm. par-là, peut-être Oui. une conférence, un colloque, un truc. Et les opportunités, elles viennent Oui. aussi de là. Elles viennent aussi Si, de si. là et tu apprends aussi de là et tu progresses comme ça. Si, si. La certification, je l'ai découverte sur LinkedIn. C'est à l'époque où vraiment, je me suis accentué sur LinkedIn. Quelqu'un l'avait fait. J'ai vu les cours qui étaient dispensés. Ça m'intéressait. Puis bon, voilà. Je me suis dit, bon, allons-y, on va essayer, voir. Mhm. J'ai écrit à la personne il y avait quelqu'un qui l'avait fait et qui avait publié son certificat. Je lui ai écrit pour en savoir plus. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, c'est très bien, j'essaie de le faire si tu peux et tout et tout. Après, je suis parti sur le site de la certification, j'ai pris plus d'informations et j'ai débuté. Donc, c'est vraiment Mhm. comme ça, c'est parti. Et Faisons voilà. une aparté sur LinkedIn. Faisons une Mhm. aparté sur LinkedIn parce que c'est un outil magique. Je sais que toi, tu l'utilises assez. Moi Mhm. aussi. D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, j'étais contacté par LinkedIn. Notre premier contact s'est fait par LinkedIn. Oui. Et en fait, cet outil-là, aujourd'hui, il faut que les gens s'en saisissent, quoi, parce que c'est un truc magique. Moi, je dis Mhm. que tu vois sur LinkedIn des parcours que tu n'aurais jamais imaginé. Donc, ça Mhm. peut t'inspirer à te dire, ben, en fait, mon parcours, je peux le shape, je peux le former comme ça, je peux Mhm. l'articuler suivant une voie qui n'est pas forcément classique. Tu Oui. peux facilement rentrer en contact avec des gens qui ont ce parcours-là ou cibler peut-être une compétence chez quelqu'un et Mhm. aller discuter avec cette personne de comment il arrive à développer ça et Oui. avoir des conseils. En fait, c'est un Oui. outil qui est vraiment professionnellement incroyable. Parle-nous un peu de ton rapport avec Si, LinkedIn, toi. si, j'allais en venir même. On va en venir. J'allais en venir parfaitement. Tu as parfaitement raison parce que tu vas voir pourquoi est-ce que j'ai réalisé ça par après. Parce qu'il y a eu des transitions. Quand je commence par chercher du boulot ailleurs, en étant dans la banque, j'étais 3 ans plus tard. Et 3 ans, pendant 3 ans, je regarde vraiment sur LinkedIn partout, partout. Je discute avec les gens. Je n'hésite pas. Moi, je n'hésite pas à écrire au directeur, aux ressources humaines, les gens qui sont concernés par mon domaine. Je leur écris. Je leur Mhm. demande s'ils sont disponibles à m'accorder quelques minutes pour échanger. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas, et je continue. Tu vois? Donc là-bas, je vois une offre dans une agence de notation, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tu vois? Donc j'ai pris soin en tout cas de m'abonner ou de me connecter aux gens qui sont dans les domaines Mhm. que j'affectionne. Donc voilà, il poste une offre d'emploi et tout, et tout. Et c'est quelqu'un que j'avais découvert, je lui avais déjà envoyé un mail 3 ans quand je venais d'avoir la licence pour solliciter un stage. Et c'est vrai qu'il était Ouais. sur LinkedIn, ça faisait longtemps. Donc, puis le gars, le monsieur, il poste, c'était le directeur général de l'agence, il poste l'offre, je vois, tout de suite, je postule, et après, je lui écris un DM. Je lui dis, ah, je me présente, je lui dis, voilà, je suis vraiment l'activité de votre agence depuis tel temps. D'ailleurs, je vous avais envoyé une demande de stage il y a 3 ans auparavant, voilà, voilà, voilà.
Et il m'avait super bien répondu. Il m'a dit qu'on me recontacterait si jamais il y avait un besoin. Bon, après, c'est la période où il y a eu les Covid, tout ça là. Mhm. Donc, voilà. Donc, il me dit, OK, quand je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, je viens de votre offre. J'ai postulé à l'offre et je l'ai fait un reminder parce que on s'était parlé. Il me dit, ah, OK. Il me dit, mon équipe va te contacter. Bah, on me contacte. Je pars pour l'entretien et puis, voilà. Peu de temps après, ça se concrétise. Donc, quand ça se concrétise, la transition, c'est que, entre-temps aussi, j'avais été approché par EcoBank sur LinkedIn encore. Ah, Tu vois? Ce qui est ok. important, tu as dit quelque chose tout à l'heure en disant qu'il faut des petits séminaires, des petits colloques, il faut pas hésiter. J'ai été approché par EcoBank. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai été approché par une personne vraiment qui a pu croire en moi, qui a vu quelque chose en moi que jusqu'à présent, moi, je ne vois pas encore. J'ai posté une certification. J'ai posté une certification. Bon, j'avais une récompense, tu vois, de meilleur staff de l'année, de meilleur staff de mon département l'année là. Mhm. Donc, et moi, je l'avais partagé sur mon réseau avec lui. Tu vois. C'est que le monsieur, il a vu ça et il m'a félicité. Il m'a félicité. Et puis, voilà, il m'a écrit félicitations et tout. Et il m'a écrit en privé. Tu vois. Ouais. Il m'écrit en privé. Il m'explique, il me dit, ah, félicitations, je vois que tu es un jeune Togolais qui est Dakar, voilà, voilà, voilà. Tu viens, félicitations, courage, tout, tout. Bon, si tu as du temps, on pourra discuter de sujets intéressants. Je suis ouvert, j'accepte les félicitations, je remercie, je suis toujours Toujours ouvert. disponible. Voilà, je suis disponible à tout moment. Donc, entre-temps, bon, après, il m'a plus fait signe. Et là, je comprends pourquoi il m'a plus fait signe. C'était à cause de l'emploi du temps, à cause de la charge qu'on a. Il m'a plus fait signe pendant presque un mois et demi. Donc, entre-temps, ça fait concrétiser pour l'agence de notation. Tu vois? J'accepte le boulot à l'agence de notation, mais je ne démissionne pas encore. Je leur L'agence de donne du notation, temps. elle est à Lomé ou elle est à Dakar? Et à Dakar, toujours. Elle est à Dakar toujours. Ok. Oui. Donc, j'accepte l'agence de notation. Je leur dis de me donner un mois. Et puis, oui, pendant ce temps aussi, on discutait un peu rémunération. J'essayais de monter les enchères et tout. Enfin, voilà, tu vois. Donc, j'ai dit de me donner un mois. Après, je retourne voir mon patron, je lui dis, bon, voilà, ça prend du temps. Moi, j'étais un peu frustré, je voulais démissionner sans pour autant vous mettre en garde, vous dire, vous informer, mais bon. Je reviens plutôt sur l'opportunité que vous m'avez donnée. Vous avez Mhm. su me donner ma chance, donc, ce serait un peu égoïste de partir comme ça sans vous le dire. J'ai eu une offre ailleurs, mais j'aimerais quand même rester dans la boîte. Je me dis, bon, je voulais faire quand même moins 5 ans avant de quitter. Donc, est-ce que c'est possible de me confirmer rapidement pour que je puisse ne pas accepter l'offre là? Pour le moment, on ne parle pas encore de s'aligner sur l'offre de l'autre, mais qu'on me confirme au moins. Et puis, même moi, c'était plus valorisant de partir en CDI que de partir en CDD. Mhm. Parce que ça Mhm. impactait ce que les autres là me proposaient. Donc, Ouais. je lui dis ça ouvertement. Au début, elle ne prend pas trop au sérieux, elle pense que je bluffais. Elle ne réagit pas. Je lui dis, bon, ok, ça a duré presque un mois. J'en parle, 2 semaines plus tard, je reviens encore dessus. Je dis, bon, j'ai parlé de quelque chose, après j'ai pas eu de suite. Il faut que je donne une réponse aux autres. Parce qu'on était plusieurs candidats. On m'a retenu, mais forcément, si je ne me manifeste pas, on va prendre le deuxième. On va prendre le deuxième, ouais. Voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir une visibilité. Je refuse l'offre, mais je peux pas refuser l'offre en restant toujours en CDD. Parce que là-bas, on me Mhm. proposait un CDI. Mhm. Et un CDI franchement, j'étais à 2 fois ce que je gagnais déjà de l'autre côté. Ah oui, quand même. Voilà, il doublait mon salaire. Donc, proposez-moi quelque chose et puis, voilà, ça met du temps, ça met du temps. On n'agit pas jusqu'à ce qu'un mois s'écoule. Et puis, bon, écoute, à la fin du mois, je pose ma démission. Heureusement, j'avais des jours de congé et tout ça que j'avais pas pris. Donc, je prends le soin de me renseigner. Je pose ma décision et ma démission sans préavis, quoi. Mon Mhm. préavis a été absorbé par mes Par tes jours de congés, congé, tout quoi. ça. Mhm. Je démissionne et je commence à l'agence de notation. Quand je commence, ça se passe super bien, ça se passe vraiment bien parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. On commence et peut-être, non, quelques semaines après, EcoBank me rappelle. Ah. Tu vois, EcoBank me LinkedIn a rappelle. encore frappé. Le monsieur avec qui j'avais déjà parlé sur LinkedIn, je t'ai dit qu'on avait parlé bien avant que je n'accepte l'offre de la notation. Ouais. Mais il m'avait écrit, il m'a dit qu'il voulait qu'on discute, mais après, il m'a plus
fait signe jusqu'à ce que un mois et demi s'écoule, presque 2 mois. Donc, quand moi j'accepte l'offre, la semaine où j'accepte l'offre, je commence un lundi, le jeudi, il m'appelle. Et le jeudi, il m'écrit, il me dit, il me dit, jeune frère, je reviens par rapport à notre discussion de la dernière fois. Si tu es disponible, on peut parler le week-end. Il me laisse son numéro. Je le laisse mon numéro. Je lui dis, je suis disponible à tout moment. N'hésitez pas, je le laisse mon numéro. Et puis voilà. Il m'appelle aussitôt. Dès que je dis, je suis disponible à tout moment, il m'appelle aussitôt. Parlons. Il m'explique ce qu'il attend, ce qu'il veut. Il me dit, voilà, il veut me proposer une opportunité. Voilà. Il me met dans le contexte. Et puis, je le laisse parler. Je dis, ça, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai tant cherché à rentrer avec l'opportunité. Au moment où je cherchais plus, je n'ai pas eu. Mais tout le temps, je saisis une autre opportunité. Je dis que je viens d'accepter un nouveau boulot. J'ai commencé le lundi. Il me dit vite. Ah ouais. Et je dis, vous m'aurez, on devait se parler il y a plus de 1 mois et demi. On aurait parlé à ce moment-là, je n'aurais probablement pas accepté ce nouveau boulot. Et là, je viens d'accepter. Comme j'ai plus eu de vos nouvelles, et puis il n'avait pas dit clairement qu'il voulait me proposer C'est un ça poste, aussi. Mais un toi-même, premier tu es un contact. grand garçon, donc Oui, tu savais voilà, aussi. je savais. Mais voilà, quand l'opportunité vient vers toi, après, tu vas pas faire celui qui fait le forcing, tu vois. Je me dis, Ouais. il n'a pas dit clairement et il a sûrement son emploi du temps, son calendrier. Donc, c'est plutôt à lui de venir. Bon. Hmm. Après, je lui explique clairement. Il me dit, zut. Il me dit, bon, ok, est-ce que néanmoins, ça t'intéresserait? Je lui dis, oui, clairement, ça m'intéresse parce que moi, il faut aussi savoir que depuis que j'ai étudié à Dakar, mon objectif était de mon diplôme, acquérir un peu d'expérience dans le domaine et de rentrer. Rentrer au Togo. Ça, c'était Exercer au clair. Togo. Voilà, c'était clair. C'était pour moi, je ne me voyais pas faire ma vie. D'ailleurs, à l'étranger, c'est pas que Dakar. C'est pas tout mon kiff, du moins pour le moment. Donc, c'est ce que je voulais, donc j'avais dit ça clairement. Donc, quand il m'appelle, il m'offre une opportunité dans mon domaine, dans une très grande banque, la banque où je suis actuellement, et, et un poste vraiment c'est-à-dire, c'est typiquement ce que j'ai toujours voulu faire. Je lui ai dit, même si je viens d'accepter une autre offre, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Maintenant, je ne sais pas si pour vous, quelqu'un qui vient de démissionner, qui vient d'aller ailleurs, est-ce que pour vous, ça ne fait pas tâche parce que ça fait un peu trop de jumping, tu vois. Et je venais de Ouais. commencer, je faisais même pas un mois. Je faisais même pas un mois. C'est une semaine. Il me dit, bon, écoute, moi, ça ne me dérange pas si ça ne te dérange pas. Donc, on va explorer cette Ok. piste. Je vais lancer le processus de recrutement parce qu'il est un peu long. Je vais le lancer. Et puis, ça devait nous prendre 1 mois ou 2 mois maximum. Donc, entre tout ce qu'il fallait faire, parce qu'il fallait faire des entretiens, il fallait faire des tests, des entretiens, tout ça. Donc, c'est comme ça, il lance le processus, mais le processus dure beaucoup plus que prévu. Moi, entre-temps, je continue mon activité en agence de notation. Je le fais très bien. La J'ai première, deuxième pu semaine, avoir une petite expérience là-bas aussi, pendant que voilà, tu attendais la suite ici. voilà, voilà. Honnêtement, ça aurait été une autre opportunité. À Dakar, j'aurais pas accepté. Et d'ailleurs, vers Hmm. la fin, j'en ai eu. J'en ai eu à Dakar. Mais j'ai pas accepté parce que je me disais, bon, si c'était pour Dakar, non. Mais j'ai accepté celle-ci parce que franchement, c'était Lomé. Et que comme j'ai Hmm. voulu toujours rentrer à Lomé, j'ai eu une opportunité. Genre, je ne savais pas quand est-ce que j'aurais une seconde opportunité pareille. Hmm. J'aurais peut-être d'autres opportunités pour rentrer, mais est-ce que ça sera dans mon domaine? Est-ce que ça sera quelque chose que j'aime? Tu vois? Celle-ci, il fallait vraiment la saisir. Et j'ai été clair avec je l'ai dit, voilà. Ça aurait été à Dakar, je n'aurais pas accepté. Mais, à cause de Lomé, comme c'est ce que je veux, voilà. Hmm. Continuer à faire ça là-bas et tout, malheureusement. Après, on reste en France, en contact, on se parle. Si le processus d'approbation prend beaucoup plus de temps que prévu, ça dure plus de 6 mois, Ah tu vois. oui, quand même. Oui, oui. C'est au bout de 6 mois qu'on me recontacte, fait maintenant les premiers tests, on fait nos tests d'entrée, tout ça. Et là, par contre, c'était dur. C'est là que tu vas voir que vraiment au Togo, on met la barre très haute, hein. J'ai fait plusieurs entretiens étant à Dakar, mais là, aujourd'hui, c'était mon entretien le plus dur, en tout cas. C'est vrai que le poste pour lequel on faisait l'entretien, c'était un poste vraiment 2, 3 crans au-dessus, Ouais. mais c'était dur. C'est technique? C'est un truc technique qui te rentre dans la bouche un peu ou c'est juste dans le C'est-à-dire, relationnel où c'est déjà dur? c'était, c'était un entretien qui était, oui, je pense que je peux en parler, c'est pas en interne. C'était un processus, c'était un entretien, en tout cas, un processus de recrutement qui était en plusieurs phases.
Il y avait Mhm. un test écrit. Alors, le test écrit, c'était composé de deux sujets. Un sujet qu'il fallait faire en ligne. Parce qu'en fait, faut dire que c'était censé être un occupement local. C'est-à-dire que c'était que pour ceux qui étaient sur place. D'accord. Du moins, il Ok. fallait que je me déplace, que je sois là sur place. Parce qu'il fallait faire un Ouais. test écrit en présentiel où il y avait des gens voilà, qui te surveillent. J'ai fait le test et après, il y avait un cas pratique à rendre sous 24 heures. Mhm. Moi, étant particulier, vu ma situation, bon, celui qui m'a contacté là a expliqué clairement. Donc, j'ai eu à faire le test écrit où je devais être en présentiel. Je l'ai fait par Teams comme ça. Il y avait la caméra, il y avait quelqu'un comme ça qui me regardait Ok. travailler. Donc, je travaillais sur ma machine. Donc, je travaillais, il me regardait et j'avais mon écran qui était partagé pour voir tout ce que je D'accord. faisais derrière. Donc, Ok. voilà. C'est un test qui a duré 1 heure. Il y avait vraiment des questions techniques, mais techniques et relationnelles. Tu vois. Ok. Parce qu'il faut dire que je travaille à la banque des grandes entreprises, donc c'est du commercial, c'est du front office. Hmm. Donc, il y avait ça à faire et après, il y avait un cas pratique qu'il fallait rendre sous 24 heures. Ça, on m'avait laissé la latitude de le faire, hein, mais c'était vraiment de la technicité, tu vois. Hmm. C'était pas du relationnel, c'était vraiment de la technicité. Et ce que j'ai fait, il faut dire qu'à l'époque, j'étais en mission. Parce qu'en agent de notation, c'est des missions, voilà, c'est des missions de notation. Et j'étais en mission. Je jonglais entre ma mission et pendant la phase de la mission, c'était la mission où on s'entretenait avec les dirigeants des entreprises. Où je rencontrais le DG, le directeur commercial, je rencontrais le PCA, je rencontrais les acteurs. Ils ont dit, bon, ça c'est vraiment, ça sera un autre débat, comment c'est structuré là-bas, mais c'était vraiment en mission. Et heureusement, on allait en mission en binôme. Donc, pour pouvoir faire mon truc, j'ai dû jongler entre les deux, préparer ma mission pour le lendemain. Le jour là même, j'étais en mission, le lendemain aussi, j'étais en mission. Donc, eux, heureusement, ils avaient donné 1 heure qui était un peu en après-midi. Donc, j'avais fini ma première Hmm. phase donc, le matin et je suis rentré. Donc, à 16 heures, j'avais l'entretien à faire. Je reviens, parce que tout ça, je prépare l'entretien. Je viens faire le test, le premier test. On me donne le test pour 24 heures. On me dit de le rendre le lendemain. Le lendemain, je devais le rendre vers 14, vers 14h, 15h. Et j'essaie, parce que le lendemain, toute la matinée, j'étais en entretien avec les Hmm. autres de l'autre On côté. tient aussi, ouais. Voilà, à quel moment je fais le cas pratique que je rends. Je sais pas si j'avais dit minimum 10 pages, comme ça. À quel moment je le fais? Bon, je Ah jongle. ouais. Donc, comme on était en binôme, j'étais là, bon, il y avait mon binôme qui lidait les entretiens et tout. Je switchais entre les deux. Au bout de Ah moi, ouais. à la pause à midi, je pars pas en pause. Je reste à préparer mon cas pratique. Je le fais, c'était chaud. Au bout d'un moment même, je sors vers la fin, un peu avant la pause 30 minutes. Je lui dis, je dois répondre à un truc urgent. S'il peut terminer l'entretien sans moi, je pars m'asseoir dans le hall. Je mon truc à la pause, voilà, je ne pars pas déjeuner, je le fais. Et entre-temps, je savais que je pouvais pas le rendre à 15 heures. Donc, j'appelle le monsieur qui m'avait contacté, je lui dis, bon, voilà, j'étais en mission depuis que on fait cet entretien, puis j'essaie de faire les deux. Mais je peux vraiment pas rentrer à l'heure précise, 16 heures. Mais si on peut me donner pour voir ou le lendemain grand maximum pour que je le rende, ça pourrait m'aider. Donc, il me dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, tu peux le rendre le lendemain et tout, mais bon, pour beaucoup plus de crédibilité, essaie de le rendre dans la même journée. Tu vois, même si c'est le soir, même si c'est tard la nuit, envoie le tard la nuit pour plus de Hmm. crédibilité. Je lui dis, il n'y a pas de problème, j'ai juste besoin d'une heure ou deux en supplément. Donc, voilà, d'accord, bon, je rentre, je finis de faire ce que j'ai fait, je rentre, pareil, je mets carrément ma mission, je me mets à fond là-dessus, je finis le cas pratique et tout, je relis, et j'envoie. Peut-être il devait être 20 heures, un truc comme ça, je l'envoie. Et puis bon, je l'ai écrit, je le teste, je lui dis, voilà, j'ai pu l'envoyer. Et là, je me replonge sur ma mission. Tu vois? Ah Donc, oui. c'était vraiment la 2 jours partie intenses, technique. hein. Vraiment Ouais. intenses. C'était la partie technique. Après, il a fallu faire des entretiens. Il y avait un entretien avec presque toute l'équipe de direction. Il y avait les différents directeurs des départements. Voilà, c'était dur. C'était vraiment dur. Ça a duré peut-être 2 heures, je pense, 2 heures d'entretien. Il y avait tout le monde qui posait des questions. Et Ah c'était ouais. en vidéoconférence. Il faut dire que quand on finit le test là, il me recontacte
pour l'entretien peut-être presque un mois après. Bon, un mois après. Ils font un premier filtre, un premier tri. C'est ceux qu'ils ont retenus qui sont contactés. Et quand on m'appelle pour l'entretien aussi, j'étais en mission. J'avais débuté une autre mission. Parce qu'en agence de notation, c'est essentiellement des missions, tu vois. C'est des T'es missions tout de le temps en notation. mission. Tu vas Oui, des voir missions de les notation. entreprises pour, ok. Parfait. Heureusement pour moi, c'était pour les deux entretiens, c'était des missions à Dakar. Parce qu'on bougeait beaucoup, on allait beaucoup à Abidjan. Mais à l'époque, c'était les deux missions là, c'était des missions à Dakar. Donc, j'allais voir, mais c'était sur place. Et là, carrément, il y avait une mission, et heureusement aussi pour moi, mes collègues non, c'était pas des missions. La deuxième, c'était une mission à Abidjan, mais on s'est pas déplacé, on l'a fait en visioconférence. Voilà. D'accord. Voilà. On l'a fait en visioconférence, on s'est pas déplacé. Donc, heureusement pour moi, on l'a fait en visioconférence, et j'avais l'entretien avec, Ecobank l'après-midi, à 16h. Donc, je fais la première moitié. Et vers midi, je dis à mes collègues que non, je pourrais pas assister parce que j'ai une urgence. J'invente quelque chose. Je Hmm. dis, j'ai une urgence qui fait que je dois le faire absolument. Voilà. Il me le concède. On était trois sur cette mission, donc il me dit, bon, tu peux aller, il n'y a pas Tu de peux souci. aller, Voilà. Parce qu'on mais eux, faisait ils le savaient pas, matin, tu leur avais pas dit que tu étais dans des, jamais, je peux pas dire juste un ça. truc urgent. Ouais, je peux pas dire ça. Donc, on finit parce qu'à midi, on prenait des pauses à midi. Parce que les autres aussi, ils sont en entreprise, c'est leur pause, il faut pas piétiner dessus. Donc, on prend Hmm. la pause à midi. Et moi, je ne souffre pas, je prépare mon entretien. Je finis et puis voilà. J'étais à la maison, mais voilà, je me mets en condition, costume, cravate, tout ça, tout ça. Ouais. Parce que c'était un entretien avec les directeurs, tout ça. On se connecte, ça se passe bien. C'était intense, mais ça se passe bien. Franchement, voilà. Heureusement, j'ai pu répondre correctement, être à la hauteur. Ça a duré peut-être 2 heures. Ah, Voilà, quand 2 heures même. comme ça. 2 heures Ouais, d'entretien, c'est long. oui, c'est Et long. donc, pourquoi tu es avec les directeurs de département? Parce que le niveau directeur, ça veut dire que toi, tu vas être leur collègue, tu vas être directeur de département ou tu vas être, c'est des Non. N+2. Voilà, non, d'accord, directeur de Ou département, parce que moi, N+1, pardon. voilà, aujourd'hui, je suis responsable de euh, on l'appelle encore, en tout cas, le pool, ou le desk, si tu veux, analyste. Donc, tout ce qui fait analyse. Donc, mon N+1 directement, c'est mon directeur de département. D'accord, ok. Et j'interagis, de par mon travail, j'interagis beaucoup avec les différents départements. Donc, Ok. les différents départements pour le montage de dossiers, les différents départements, c'est, on va dire, l'interlocuteur principal, c'est le directeur. Hmm. Tu vois? Hmm. Donc, mon N+1, moi, c'est mon directeur de département. Et puis, voilà. Bon, les pairs, D'accord. il appelle l'entretien avec ses pairs et tout. Hmm. Et Donc, voilà. de manière pratico-pratique, qu'est-ce que Mhm. tu fais dans ton métier aujourd'hui? Hmm. Ça, c'est très vaste, hein. En gros, je fais ce qu'on appelle de la structuration, du montage des dossiers de crédit pour la banque Hmm. des grandes entreprises. Pour résumer, pour Maleco, la banque des grandes entreprises et notre banque, elle est subdivisée en trois pôles commerciaux, essentiellement. Tu as en top, ce qu'on appelle la banque des grandes entreprises, le CB ou le CIB, si tu veux aller plus en détail, le CIB, c'est le Corporate and Investment Banking. C'est-à-dire, c'est Ok. la grande des grandes entreprises plus la trésorerie. Parce qu'il faut savoir que la trésorerie, on fait des placements, tout ça, tout ça. Et après, tu as ce qu'on appelle le commercial banking, le CMB, tu vois. D'accord. Donc, tu as Donc, le si je commercial comprends bien, banking. le CIB, c'est la banque qui va prêter de l'argent à des entreprises directement ou qui va investir dans des entreprises. Mhm. Le D'accord. CDO, c'est ça? C'est Non, la banque non. de Monsieur Tout le CIB. Monde? Voilà, CIB, oui. voilà, on a trois pôles. En grosso Mhm. modo, on a trois pôles, le CIB, c'est-à-dire le CIB, tu vois. Commercial Investment Banking, c'est le département qui va prêter la- aux grandes entreprises. Tu vas prendre les Mhm. Total, Bruxelles, Telecom, c'est vraiment les big, tu vois, les grandes entreprises. Ouais, ok. Après, tu as le CMB, ou si tu veux, le commercial banking. Tu Mhm. as tu as le CMB, si tu veux, le commercial banking, qui va prêter l'argent aux PME, PMI, tout ce qui est Ah, petite et d'accord. moyenne entreprise, tu Ok. vois, qui ont une certaine taille d'activité, un certain nombre de chiffres d'affaires. Et après, tu as ce qu'on appelle le consumer banking, qui va prêter l'argent Hmm. aux particuliers, toi, moi, c'est-à-dire Ok. les comptes particuliers. Comme ça. D'accord. Et moi, je travaille au CIB
et je tiens, dans le CID aussi, il y a plusieurs divisions. C'est-à-dire que, bon, voilà, il y a les divisions en fonction des secteurs d'activité des clients. On va pas rentrer dans le détail. Et après, maintenant, il y a ce qu'on appelle le pôle analyse qui vient, qui monte les dossiers de crédit pour ces différentes divisions. Chez nous, on en a quatre. Hmm. On a les divisions des institutions financières. On a la division de tout ce qui est État, étatique, les entreprises d'État, tout ce qui est État. On a la division des entreprises internationales qui ont leur Mhm. maison mère en Europe, tout ça, Total, ou risque, ce que tu veux. Et on a la division des entreprises qui sont régionales. C'est-à-dire, on a des grandes entreprises D'accord. quand même, mais qui sont Les grandes régionales, qui sont pas, entreprises qui sont régionales. voilà, Dangote, par exemple, les grosses entreprises Dangote, comme par ça. exemple, Porteo, BTP, Benin, ceux qui font les routes, Sourbat, qui font les routes, tout ça. Hmm. Donc voilà, donc on a quatre divisions dans mon département. D'accord. Et Ok. maintenant, moi, je suis pas c'est pas une division, mais c'est un desk qui épaule les quatre divisions. Mhm. Voilà. Donc, il y a quatre divisions avec quatre chefs de division qui dépendent, qui reportent directement au directeur du département. Et après, tu as un service annexe qui Hmm. est sous le pôle analyse. Et moi, je reporte directement au chef de division. Et mais il épaule les quatre divisions. Je travaille avec les quatre divisions directement. D'accord. Donc, je fais de la structuration et du montage aussi. Quand ils ont un client qui a besoin d'argent pour faire financer un truc, je me charge de monter un dossier de crédit avec les besoins du client qui a été récolté et de défendre au comité de crédit ce dossier-là. Ah, mais toi, tu défends le client alors? Oui, je défends le dossier du Ah, client. d'accord. Ça, tu défends le client. Le client ne va pas se défendre lui-même. Non, je Trouve un défends le allié client. dans la banque pour le défendre pour le financement de Oui, la si tu banque. veux. Si tu veux, le client va te dire qu'il a besoin d'argent pour faire ci, pour faire ça. Maintenant, toi, tu vas pas juste mettre de l'argent sur le compte du client pour mitiger les Mhm. risques, pour être sûr que ce pourquoi le client te demande son argent, c'est ce à quoi l'argent va servir. Tu vas Mhm. structurer le dossier, monter le dossier de telle sorte que ça répond à ce besoin spécifique. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de Mhm. réglementations. On va pas donner de l'argent à quelqu'un. Il va te dire, il veut de l'argent pour faire du commerce. Après, il va prendre l'argent pour aller financer du terrorisme. Il va prendre l'argent pour aller construire une maison. Mhm. On va s'organiser ça en de sorte que l'argent qu'il demande sert ce à quoi ce pourquoi il demande l'argent. Maintenant, en interne, il y a beaucoup de contraintes, il y a des réglementations, il y a des Mhm. trucs à dépasser. Toi, peut-être, tu veux les dépasser, ou toi, peut-être, tu veux aller sur le client. Les comités de crédit vont te poser la question pourquoi tu veux passer de l'argent sur le client et tout, pourquoi pas à l'autre, qu'est-ce qui te permet d'être à l'aise avec ça. Toi, tu vas prendre la mesure de mettre toutes ces informations-là avec, bien sûr, le client, tu vas lui demander toutes les informations. Je fais un travail préalable de ce qui Mhm. pourrait conforter les décideurs. Je vais mettre D'accord. toutes ces données-là dans le dossier. Et après, tu peux mettre tout, mais on va encore te poser des questions. Tu vas Mhm. défendre Tu dois avec défendre. ta connaissance du secteur de l'activité, ta connaissance de l'activité du client, ta connaissance de la qualité de la signature du client. Bon, Mhm. voilà, de façon technique, quoi. Ouais, je vois. Ça fait un peu écho à, tu sais, en France, il y a la BPI, qui est la Mhm. Banque publique d'investissement, qui donne de l'argent aux entreprises. Et ça me fait un peu écho à ce truc-là où Mhm. il faut monter des dossiers. Les Oui, entreprises oui. doivent monter des dossiers et il y a des gens en interne à la BPI qui justement vont supporter les gens, que ce soit des Mhm. entrepreneurs solo ou que ce soit des Mhm. entreprises pour pouvoir réinvestir dans les banques pour maintenir l'économie, quoi. Et dans Oui, le oui. prolongement de ça, quelle est la place que tient Mhm. les entreprises togolaises ou les entreprises régionales dans ces financements-là? Est-ce qu'elles arrivent à engranger suffisamment de financement? Est-ce que, de ton point de vue d'analyste, puisque du coup, toi, tu as le regard interne sur les datas, sans nous Mhm. divulguer les datas, mais juste dire en termes d'opinion, qu'est-ce que tu penses des entreprises togolaises aujourd'hui sur le marché des entreprises et même des entreprises un peu plus régionales dans Mhm. ce climat d'entreprise? Est-ce que elles arrivent à quand même dégager des financements ou c'est plus les grandes entreprises internationales qui, elles, vont arriver à débloquer les financements? Est-ce que aujourd'hui, pour un entrepreneur, c'est possible d'aller vraiment aller avoir des financements pour faire développer son activité? Ok, je vais répondre en phase. Pour, aujourd'hui, il faudrait que c'est les entreprises, les grandes entreprises internationales qui arrivent à lever beaucoup plus de la dette. Malheureusement, c'est une réalité. Contrairement aux entreprises
locales, on va dire. Les entreprises régionales également aussi arrivent à lever de la dette. Tu vois. Même les entreprises locales aussi le font. Mais la principale difficulté, c'est que très peu d'entreprises togolaises sont structurées. Parce que Hum, le problème principal, c'est que les entreprises locales soient structurées. Quand je dis structurées, c'est quoi? Ça fait l'appel tout simplement que cette entreprise soit complètement enregistrée, qui est. Donc je disais, le problème challenge, c'est que ces entreprises ne sont pas structurées. C'est des entreprises, peut-être même si elles sont déclarées, elles ont un système après, ces entreprises sont pas forcément en règle avec les impôts, en règle avec la CNSS, n'ont pas de staff déclaré. C'est des entreprises qui ont un problème de fiabilité des états financiers. Tu sais, en Afrique, on ne déclare jamais tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on perd, tu vois. Alors que hum, quand on fait ça, oui, peut-être en termes de fiscalité, on gagne à ne pas payer beaucoup de charges fiscales. Mais après, quand tu vas te besoin, tu vois, où tu auras besoin d'un financement, là, tu as le revers de la médaille. Je m'explique. Je donne un cas concret. Une entreprise aujourd'hui qui fait un chiffre d'affaires de 100 milliards, par exemple, une entreprise locale qui fait un chiffre d'affaires de 100 milliards, mais pour payer moins de charges, payer moins d'impôts, va te déclarer 500 millions. Tu vois, hum, ou soit qui va gonfler ses charges, qui va te mettre des charges vraiment qui vont faire que son résultat ou son bénéfice imposable va diminuer, va se retrouver de 100 milliards, 1 milliard va se retrouver peut-être à 50 millions, 100 millions pour payer moins d'impôts. Ok, il va échapper au fisc et tout pendant des années. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a on a besoin d'avoir des états financiers certifiés, mais il y a des comptables, des experts comptables qui certifient des données comme ça sans que ce soit fiable. Voilà, on peut pas refuser. Mais au moment où tu vas avoir besoin d'un financement, quand tu vas venir, moi, en tant qu'analyste, tu vas demander. Je vois que toi, tu sais que toi, tu fais un chiffre d'affaires de 1 milliard, tu vois. Et hum, aujourd'hui, tu as besoin d'étendre ton activité, de développer ton activité. Tu vas le faire, c'est-à-dire instinctivement, tu vas te dire que oui, aujourd'hui, si j'arrive à faire 1 milliard ou bien je fais un résultat net, normalement un résultat net de 200 millions, par exemple, toi, tu es confortable, tu le sais parce que tu as ta comptabilité double. Tu peux te hum, dire qu'aujourd'hui, je vais aller demander 100 millions de prêts à la banque aujourd'hui, 150 millions ou même 300 millions, ils vont me passer ça facilement parce que je fais un chiffre d'affaires de 1 milliard. Tout en oubliant que les chiffres que tu communiques, les chiffres que tu déclares, que tu partages, c'est là où tu as mis 500 millions de chiffre d'affaires. 100 C'est là où tu as millions, ouais. mis un résultat net de 50 millions. Quand tu vas Hum, m'amener des états hum. financiers comme ça, qui t'a permis d'échapper au fisc, Jamais tu vas, donc, tu voilà. vas lui donner les 100 millions. Voilà. Sur les 3 dernières années, quand tu vas m'amener ça, peut-être même tu as des immobilisations. C'est-à-dire, tu as une entreprise, tu as des biens, tu as des bâtiments, tu as des immeubles et tout, que tu ne vas pas déclarer. Parce que quand tu vas les Hum, déclarer, normalement, ils vont faire hum, gonfler tes actifs. C'est à ton avantage dans un financement. Mais pour des questions de fisc, tu ne les déclares pas. Pour ne pas avoir beaucoup hum, d'actifs à ne pas payer des impôts dessus. Mais quand tu vas venir me demander maintenant, moi, un crédit, tu vas me dire, oui, j'ai des immeubles, j'ai des voitures, j'ai des trucs qui valent tel temps, tant, tant. Je vais dire, c'est bien. Donc, 100 millions, 200 millions que vous allez me donner là, bon, soyez sûr que les biens que j'ai peuvent comme ça. Je te dis, c'est bien, y a pas de problème. Donne-moi les états hum. financiers des 3 dernières années pour que je puisse, voilà, voilà, parce que moi, c'est ce que je veux présenter. Je vois sur les états financiers des 3 dernières années, il n'y a rien de déclaré, il n'y a rien de tel. Hum, hum. Comment est-ce que je vais En te fait, donner ce 300 que millions? tu veux dire ce que tu es en train d'essayer de dire aux entreprises, c'est de dire, même, on peut faire de l'optimisation fiscale tout en Mhm. restant net sur les états financiers. C'est-à-dire, tu peux optimiser Voilà. fiscalement tout en faisant bien tes investissements. Par exemple, tu peux augmenter tes charges en faisant de Mhm. l'investissement, Mhm. pour que ça reste en charge pour ne pas avoir trop de bénéfices sur lesquels tu vas payer de l'impôt. Il faut quand même Tu as tout compris. respecter les états financiers de telle sorte que Voilà. même si tu achètes un terrain, ce qui fait baisser Mhm. ton résultat net, Mhm. bah derrière, c'est un actif que tu as acquis. Donc sur cet Oui. actif-là, tu peux l'utiliser pour derrière aller avoir un bon prêt à la banque Un et la très bon banque prêt. sera rassurée. Donc Un très bon l'optimisation prêt. fiscale, ce n'est pas ne pas déclarer les choses, mais Et c'est ça, utiliser tout le système pour voilà, pouvoir payer moins d'impôts, mais tout en gardant des états financiers corrects qui font que correct. derrière, tu peux avoir des leviers pour aller Voilà. emprunter de l'argent et développer ton activité, quoi. Voilà. Qui est d'ailleurs différent de l'évasion fiscale.
Voilà. Mm. L'évasion fiscale, c'est Mm. vraiment quand tu vas pas déclarer certaines choses, tu vas les envoyer ailleurs, tu vas les cacher. Mais l'optimisation, comme tu l'as dit, tu peux jouer sur ton bilan pour ne pas justement avoir, et tu t'as dit, tu maintiens un niveau de charge qui est raisonnable, mais ce qui vont se justifier de l'autre côté, au niveau de tes actifs. Malheureusement, le Mm. challenge que les entreprises locales et togolaises en particulier ont, c'est ça. C'est d'être formalisé, la fiabilité des données financières qui communiquent. Parce que aujourd'hui, quand un banquier va te donner de l'argent, c'est sur la base des chiffres que tu lui communiques. Mm. C'est pas sur la base de ta nationalité, la base, non, c'est des chiffres. Si tu as des chiffres qui le confortent, il n'a aucun, il n'a aucune raison de ne pas te passer de l'argent. Parce que nous, Mm. on est là pour passer de l'argent. Parce que si on ne passe pas de l'argent, on ne fait pas du Ouais. profit. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est la formalisation des entreprises. Il y a des gens qui font des milliards, on sait, dans les secteurs qui font des milliards, mais ils ne sont pas formalisés. Ils Mm. n'ont pas d'entreprise déclarée, net à leur nom, avec un staff, un siège social, il n'y a Ouais. rien. En tout cas, il y en a, mais c'est pas déclaré. Les états Mm. financiers, tu ne vois, alors que un bon comptable, un bon banquier peut tout de suite attraper si c'est faux. Mm. Parce que quand tu vas déclarer les immobilisations à tel niveau, après, tu vas déclarer des charges à tel niveau. Dans les immobilisations, on va pas avoir la contrepartie. Ou bien tu vas dire que non, tu as tel niveau de recette. On va dans tes flux de trésorerie, on ne voit pas la contrepartie. Tu vois, on a Mm. plein là-dessus. On peut savoir si c'est fiable ou pas. Alors que toi, tu sais que tu embrasses beaucoup d'argent. Tu te frustres parce que tu te dis, avec tout ce que tu fais, la banque n'a pas assez confiance pour te passer de l'argent, Ouais. mais parce que ce que tu lui montres n'est pas fiable. Mm. D'ailleurs, Tu je vois. pense que Donc, c'est une erreur parce malheureusement, qu'on peut souvent, si tu déclares bien tes choses, tu peux même te dérisquer toi-même parce que souvent, les gens se mettent, euh, mhm, s'accrochent à leur entreprise de telle sorte que les deux deviennent une seule et même chose. Et ce qui mhm, est très risqué, parce mhm, que tu peux tout perdre aussi, comme tu as gagné, mhm. en fait. Exactement. Alors que si Faut tu pas déclares bien mélanger. une entreprise, tu te dérisques toi et tu protèges ta famille, C'est voilà, ça. tu peux prendre des Tu, assurances parce que tu fais bien les choses. Et derrière, tu peux faire monter ton business tranquillement. Et même si ton business, un business, un jour ça marche pas, tout ce que tu mhm. auras pu sortir de l'entreprise pour toi, ça reste pour toi. Et tu vois, tu Bien as sûr, bien cette séparation tu, aussi. tu dissocies ton patrimoine personnel du patrimoine de ton entreprise, quoi. C'est ça. Mm, mm. C'est Et ça. donc, les jeunes entreprises, en fait, il faut aller là-dessus, quoi. Il faut bien déclarer les Mhm. choses, déclarer dans Voilà. l'administratif. Et Mhm. même pour les plus jeunes Oui. entreprises, il y a des organismes même internationaux, parfois, qui veulent financer, Mhm. à des taux vraiment très, très faibles, mais Mhm. qui n'ont pas d'état financier sur lesquels se baser pour faire les financements. C'est les D'ailleurs, je suivais une deux. interview comme ça, tu dois le connaître, Mhm. Jean-Claude Tipama. Jean-Claude Tipama, qui est un grand chef d'entreprise, et aujourd'hui, il est dans le secteur de la banque, euh, au Congo. En fait, il dit Oui. qu'au Congo, ils ont beaucoup d'argent à Oui. donner aux entreprises, mais il n'y a pas d'entreprise pour prendre l'argent. C'est-à-dire que les D'accord. banques sont prêtes à donner de l'argent, mais Oui. l'état des entreprises fait que la banque ne va donner de l'argent par les sentiments. Il faut que tu Non, prouves des choses. Donc, c'est ça. les entreprises ne sont pas administrativement, en termes de structuration, elles ne sont pas prêtes pour venir prendre cet argent-là pour augmenter, pour faire grandir leur entreprise. Donc, un des challenges qu'on a aussi dans nos activités, c'est ça, quoi. Et parfois, C'est les ça. Oui, entreprises ont c'est beaucoup ça. d'argent. Non, c'est ça. En fait, pour donner là concrètement un conseil à tes internautes et les jeunes entrepreneurs, c'est que déjà de savoir comment est-ce que la banque réfléchit. Mm. Tu vois? Et savoir sur quel levier jouer. Il faut savoir que quand la banque doit faire un crédit, quand tu demandes un crédit à la banque fait face à trois challenges. Deux, mais bon, on va les élargir à trois. D'abord, le premier challenge, c'est réglementaire, c'est-à-dire que la banque centrale qui doit faire, c'est de s'assurer par tous les moyens possibles que ce pourquoi tu demandes l'argent, c'est ce à quoi va destiner l'argent. Ça, c'est pour lutter contre la fraude et le blanchiment. Tu vas pas demander 500 millions pour construire un immeuble pour mettre en location et penser 500 millions-là les financer le terrorisme. Mm. Ça, c'est réglementaire. Mais les deux autres, principalement, les deux challenges de la banque, c'est de pouvoir s'assurer du remboursement de son argent, de connaître la source du remboursement de son argent.
C'est les flux qui vont rembourser. Nous, dans notre jargon, on parle de first way out. Tu vois, première source de remboursement du crédit. Quand tu mets en place un crédit, tu dois t'assurer de deux way out. On parle de first way out et second way out. La première voie de sortie sera l'objet de ton financement. Si tu me dis aujourd'hui, je veux de l'argent pour construire des immeubles et mettre en location, donc c'est les loyers de ces locations qui vont servir à vous payer, je dois m'assurer de la collecte de ces loyers-là, que ces loyers-là, je puisse avoir une visibilité dessus. Ça sera ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation, ça sera au cas où ça ne se passe pas bien, il y a des retards de paiement, ou au cas où, voilà, on ne sait jamais, il y a une catastrophe. Comment est-ce que je peux récupérer mon argent? Quand ton activité ne marche pas. C'est les deux questions que je vais me poser. C'est le second way out. Donc, aujourd'hui, je vais aller voir si réellement l'activité et construire une maison, louer, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est porteur? Si tu le faisais déjà, tant mieux. Je peux me baser sur ce que tu faisais déjà, déterminer mon niveau de risque. Si tu ne le faisais pas, je vais faire une analyse du secteur. Je vais faire une analyse du pays, du secteur, voir si ça marche. Si c'est bon, on ira sur le financement et je vais mettre des mécanismes pour pouvoir collecter. Par exemple, je vais peut-être exiger que tes clients payent directement sur ton compte EcoBank qui est chez nous. C'est-à-dire tes loyers là, les loyers là, de tes clients là, ils vont payer directement sur notre compte EcoBank qui est chez nous. Voilà, non, moi on a une visibilité de choses. Je vais m'assurer de ça. Et secondo, pour assurer mon financement, je vais me dire, OK, supposons que ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas bien, ton activité ne marche pas. Au moins, que le terrain sur lequel tu as construit ton bâtiment, par exemple, le prix du bâtiment puisse couvrir quand même en tout ou partie ton investissement. Le fait de déclarer tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as, nous permet aujourd'hui d'avoir une visibilité claire sur ton patrimoine et de déterminer ta capacité à rembourser. Tes états financiers vont déterminer ta capacité à rembourser. Tu peux dire que tu as besoin de 500 millions étalés sur 5 ans. Toi, pour toi, tu penses que non, l'activité là, ça va donner là, les gens, je vois les gens louent. Moi, je vais faire une analyse de l'état financier, dégager ta capacité de remboursement, me rendre compte que non, tu peux pas prendre 500 millions sur 5 ans et pouvoir payer avec les chiffres que tu as eu à payer les 3 dernières années. Même si c'est dans le futur, on fait des projections. On va faire des projections optimistes en se disant que ça se passe au mieux, ça se passe très bien, comme tu l'as dit, avec des pourcentages de progression, ou soit après, on va faire un autre cas pessimiste, le worst case, en disant que, bon, supposons que ça ne se passe pas bien, que l'activité se déroule, mais ça ne se passe pas, ça diminue. Est-ce que tu peux quand même nous payer? Et on va plus retenir ce cas pessimiste, pas parce qu'on ne croit pas en ton projet, mais c'est pour que toi-même, tu n'aies pas des tensions de trésorerie. Ouais. Chacun son métier. Il faut que la banque récupère son argent. Donc, elle doit être pessimiste sur, et si toi, tu te débrouilles pour faire mieux, c'est tant mieux. C'est banco pour tout le monde. Parce que après, si tu ne fais pas mieux, tu fais limite, ou moins, tu auras des tensions de trésorerie, tu auras la pression de payer la banque, alors que tu n'as pas dégagé assez de ressources pour payer la banque. Donc, nous, aujourd'hui, le fait de formaliser dans l'entreprise, le fait est que tu es une entreprise formelle qui est dans un domaine bien précis. Le fait d'avoir des états financiers potables et tout, peut nous permettre de faire une bonne analyse de ta situation financière, pour savoir concrètement jusqu'à combien on peut te passer sans que tu n'aies des problèmes de tension de trésorerie. Ouais. C'est les principaux challenges que malheureusement les entreprises locales ont, formalisation et fiabilité des données financières. Voilà. Et ce que tu dis là, je pense que c'est aussi valable pour les particuliers, dans le sens où ceux qui vont faire des prêts, je sais qu'en Afrique, on est très réticent par rapport aux prêts, mais ceux qui vont faire des prêts bancaires pour tel ou tel projet, il faut pas faire un prêt qui te dépasse parce que il faut faire un prêt aussi où, à un moment donné, même si ta situation se dégrade un peu, tu sois en capacité de continuer à rembourser ton prêt. Exact. Pas qu'au bout d'un moment, il se passe un truc dans ta vie, un événement, la naissance d'un enfant, voilà, malheureux, la naissance d'un enfant, un décès. Et boum, tu te retrouves en tension, tu n'es plus confortable alors que tu gagnes bien ta vie normalement. Donc c'est ça aussi et le travail de la banque, c'est ça, c'est qu'elle va regarder ton taux d'endettement et te mettre des seuils. Tu peux pas faire ci, tu peux pas arriver jusque là. Même c'est encadré par notre régulateur suprême, la Banque centrale, qui nous dit normalement qu'on ne doit pas aller à plus de 33% de ton revenu. Normalement, mais bon,
Malheureusement, il y a des gens, des banques qui peuvent aller jusqu'à 40%, oui, sous certaines conditions. Si tu as des revenus additionnels, tu es salarié, par exemple, tu gagnes ton salaire et tout, mais derrière, tu as peut-être quoi? Derrière, tu as peut-être d'autres sources de revenus Hmm. additionnels qui font qu'on peut accepter de passer de là jusqu'à 40%, 50%, en se disant que tu ne vis pas que de ton salaire. Hmm. Donc, c'est très bien encadré aussi. C'est la même chose qu'on fait aussi au niveau des banques. Hmm. Voilà un Bon, peu. on a beaucoup parlé, hein, Christian, on a beaucoup parlé. On va essayer de tendre gentiment Vers la vers la fin, fin. J'ai encore ok. quelques questions. Vas-y. J'ai une question que j'aime bien poser. C'est ta projection sur 10 ans. Aujourd'hui, tu travailles en banque, tu es bien, Mhm, tu as un bon job que tu kiffes. On sent la mhm, passion quand tu parles. On sent que tu es content aussi d'être au Togo, de travailler dans un environnement où tu te sens à la maison. mhm, C'est quoi tes projections? Est-ce que tu as des objectifs à 10 ans? Parce que moi, mon challenge et mon pari dans ce podcast, c'est de dire que les gens avec qui je discute, c'est les gens qui vont être les boss de demain, tu vois. mhm, C'est les jeunes qui vont, dans 10 ans, je les retrouve, je sais que si je fais un dîner, je les mhm. invite. En fait, ah, tu es là, tu es quelqu'un, quoi. Tu vois, ça, c'est un peu Oui, c'est si, mon si. pari, c'est un peu le pari que je fais. Mais je veux savoir aussi, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi vos objectifs? Comme ça, on peut aussi suivre le parcours Mhm. et ça nous, voilà, ça nous motive aussi. Sachant, on sait que, voilà, on a des objectifs ambitieux et on peut suivre le parcours et relire au bout et ça t'engage aussi parce que souvent, quand on ouvre la bouche pour parler, on dit, bon, voilà, dans 10 ans, je me vois là, là, là. Ça nous challenge personnellement aussi. Donc voilà, la question c'est quoi tes objectifs à long terme, 10 ans? Où est-ce que tu te vois? Comment tu te vois construire ta vie pour arriver à un endroit où tu seras bien dans 10 ans? Ok. Moi, j'aime souvent partir de, comme tu l'as dit, de l'objectif et après maintenant, je préfère voir quels sont les moyens d'y arriver. Donc, je sais aujourd'hui, basiquement, banalement, si je peux parler comme ça en terre à terre, c'est que j'ai envie d'avoir une autonomie financière, tu vois. C'est d'être déjà financièrement indépendant. Donc, je me pose la question, comment arriver à cette autonomie financière? C'est que, déjà, il faut, pour moi, c'est que, voilà, il faut gagner suffisamment d'argent. Voilà. Je suis pas obnubilé par l'argent, hein. J'en parle parce qu'on en a besoin pour vivre, tout simplement. Si on n'en avait Mhm. pas besoin, bon, on sera autre chose. Comment faire pour gagner suffisamment d'argent, être financièrement autonome? Je sais que voilà, on peut pas être que employé et puis voilà, prétendre vraiment à une certaine aisance financière. Il faut prendre le risque, il faut prendre le pari d'investir. L'investissement, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être comme, je sais pas, acheter des actifs passifs, des actifs qui vont générer de l'argent, mais lentement. Tout dépend. Voilà. Je mets tout ça dans l'investissement, ce qu'il faut investir. Donc, je suis passionné par l'entrepreneuriat, par contre, même si j'ai pas encore soutenu pas mal, je suis passionné par l'entrepreneuriat, tout ce qui est agro-business, tu vois, tout Mhm. autour de ça, tout ce qui est autour de l'agro-business, je suis passionné par tout autour de l'immobilier aussi, voilà, investir dans l'immobilier. Donc, je sais que je veux in fine me diriger vers ces trucs-là, mais tout le temps, pour le moment, en tout cas, parallèlement, en faisant ce que je fais toujours. Donc, j'essaie de faire ce que je fais. J'essaie d'avoir du capital pour pouvoir me mettre là-dedans. Donc, ça, c'est pour le volet dans 10 ans, si Dieu le veut, que voilà, on a les moyens. C'est de vraiment, même avant les 10 ans, de tendre vers là, dans l'entrepreneuriat. Maintenant, je sais quand même que j'aurais besoin d'un capital. C'est peut-être un peu plus facile pour moi de travailler et de construire un capital pour le faire, plutôt que de lâcher tout et bon, maintenant de se mettre à courir derrière les banques pour avoir un capital pour le faire. Bon, c'est pas Mhm. encore le moment. Peut-être si ça se passe bien de ce côté-là, on pourra lâcher le boulot. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore ça. Et en entreprise, maintenant, professionnellement, c'est justement d'acquérir le maximum de connaissances que je peux, en tout cas, qui me sont utiles dans l'immédiat et qui me sont utiles. Voilà, c'est de relever plus de challenges, d'évoluer, de, de gravir les échelons, tu vois, de gravir des échelons, d'apprendre plus et de s'ouvrir peut-être quoi
au next step, quoi, dans mon domaine, ce serait quoi? Ce serait de travailler peut-être dans une multinationale, dans une banque multinationale, voilà, d'aller step by step, mais d'aller Et en parallèle. directeur de département, et directeur général, des choses comme ça Voilà. aussi. Et Proche j'ai de dit, c'est ça. paradoxal, mon objectif n'est pas d'être directeur général d'une banque, ça, non. Peut-être directeur de département, peut-être, mais parce que, pourquoi je dis que ce n'est pas de grimper jusqu'à directeur général, parce que ça te demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices de ta personne. Et comme je l'ai dit plus haut, j'ai envie de m'investir dans l'entrepreneuriat. Donc, Hmm. de mon point de vue actuellement, peut-être que c'est faisable, mais de mon point de vue actuellement, c'est vraiment compliqué de jumeler les deux là. Si je me Hmm. lance dans l'entrepreneuriat, que c'est une entreprise, c'est quelque chose que je crée, je monte une entreprise que je formalise, ça sera, donc, je serai peut-être quoi, directeur de cette entreprise-là, ou du moins j'aurai un regard dans cette entreprise-là. Ça sera difficile de jumeler cela et de jumeler un poste, par exemple, de directeur général d'une banque. Pour le moment, Hmm. de mon point de vue, c'est ça. Pour le moment, à 10 ans, je ne finis pas grimper jusque là, parce que ça sera un sacrifice. Soit je vais viser grimper là et mettre peut-être de côté mes aspirations Hmm. entrepreneuriales, Hmm. ou soit faire la part de, je veux juste le juste milieu, tu vois. Évoluer dans mon D'accord. domaine, certes, parce que voilà, je n'évolue pas après, je tombe dans la routine, évoluer dans mon domaine, aller au next step et puis entreprendre. Oui, j'ai envie d'entreprendre dans essentiellement les deux secteurs là dont j'ai parlé pour le moment. Hmm. Voilà un peu dans 10 ans, C'est, ce à c'est, quoi j'aspire. c'est c'est challengeant, c'est ambitieux. On aime ça, hein, on aime ça. Euh, on n'a pas trop parlé de tes hobbies, euh, ni de ton mindset, ni de ton hobby. Le mindset, c'est quelque chose que j'aime bien découvrir chez les gens parce que je trouve que c'est quelque chose qui se construit, qui peut se Mhm, changer, qui mhm, peut être naturel aussi, mais c'est tellement mhm. variable. Est-ce que tu as un mindset en particulier, une manière de Tu voir vois les les choses? choses où tu as conscientisé le fait que tu as un mindset différent et avec lequel Mhm. tu regardes le monde et qui te fait avancer? Bien sûr, je pense qu'on a parlé de mon mindset. Sans pour autant le nommer, mais on a parlé du mindset. Hmm. Mon mindset a été toujours, et franchement, c'est pas quelque chose que j'ai décidé d'avoir, hein. C'est juste avec du recul, je me rends compte que c'est peut-être comme ça que je fonctionne. C'est toujours d'essayer, tu vois. C'est toujours d'être positif. Hmm. Essayer, essayer jusqu'à ce que ça marche. Comme je te l'ai dit, quelqu'un m'a dit une phrase du jour qui dit que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Si tu ne Hmm. sais pas, tu ne sauras pas si ça aurait pu marcher ou pas. Même si tu essaies que ça ne marche pas, tu réessaies. Tu vas te dire que, OK, j'avais essayé la première fois, ça n'a pas marché. Si je ne réessaie pas une deuxième fois, je ne saurais pas si ça va marcher ou pas. Tu vois. C'est d'être positif. On a énormément de périodes où on a des coups de blues, où, où on est frustré, on est opprimé. Moi, je suis le premier à qui ça arrive. Tu vois. Je suis vraiment le premier. Hmm. Mais après, voilà. Après, je me dis toujours, j'ai pas le choix de toute façon. Tant que je vis dans la société, tant que je suis là, il faut toujours être positif, aller de l'avant, ose croire, ose rêver, Hmm. et voilà. Et donner, faire ta part, toujours ça. C'est-à-dire donner le meilleur de toi-même. Quand je dis faire ta part, c'est vraiment très vaste, mais c'est comme je disais, aujourd'hui, je savais que je voulais travailler dans le monde de l'entreprise, de la finance, de la banque, comme tu peux citer. Ma part dedans, c'était quoi? D'avoir un diplôme. Un Hmm. diplôme qui est reconnu dans ce domaine. Ouais. N'est-ce pas? Ma part dans ça, dans ce cheminement, c'était d'acquérir de l'expérience, Ouais. d'apprendre. Si aujourd'hui je voulais travailler dans la finance, dans tout ce que tu veux, je ne vais pas me former dans le domaine. Ou bien je vais faire un diplôme en physique ou en page. Ouais. Je n'acquiers pas les compétences, je ne fais pas de formation de certification. Hmm. Demain, je vais pas quoi, je vais pas m'asseoir et prétendre que, ah, je voulais travailler en banque en tant que financier, ça va Ouais. pas marcher. J'ai rien fait pour que ça marche. Hmm. Donc, tu fais ta part. Maintenant, si ça marche, c'est la grâce de Dieu. Si ça marche pas, tu continues à essayer jusqu'à ce que, Hmm. voilà, ça marche. Tant que tu le fais de bon cœur et correctement, et que tu essaies, il y aura forcément une âme charitable quelque part qui te donnera ta chance. Hmm. Pour moi, c'est ça. Hmm. Voilà, le mindset. Hmm. Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Parle-nous un peu de tes hobbies. Je sais pas si je sais que tu travailles beaucoup, tu travailles Oui. énormément, tu as des heures, des horaires de travail
C'est terrible. Mais est-ce que tu as le C'est- temps pour t'amuser un peu, le temps pour voir les copains, discuter, le temps, voilà, un peu plus de temps pour toi aussi dans ta vie personnelle? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu n'en es pas là et ça peut être aussi une option, tu n'en es pas là et en fait, tu consacres beaucoup plus de temps à ce qui est plus important en ce moment pour toi, qui est le travail, quoi. Est-ce que tu as des hobbies? Voilà, c'est cliché, mais bon, voilà. Actuellement, je travaille beaucoup. Honnêtement, je travaille beaucoup parce qu'il y a beaucoup à faire. Surtout, comme je te l'ai dit, il y a 4 divisions que j'épaule. Je suis le responsable de ce test. Donc, il y a forcément beaucoup de choses qui se reposent sur moi. Et c'est pour le mieux, tu vois. On m'en a parlé tout à l'heure de franchir les prochaines étapes. Parce que Hum, franchir les prochaines hum, étapes, il faut accepter de prendre ce genre de responsabilité. Je ouais. ne les prends pas, tu peux pas. Oui, c'est cliché, mais j'essaie quand même de combiner vie privée et vie professionnelle. C'est pas du tout évident. On en a parlé durant la semaine, tu as pu voir mes horaires. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que je me dis, c'est quelque chose que je fais, voilà, c'est vraiment pour un temps, pour apprendre à faire les bases, mais c'est pas quelque chose que je ne pourrais pas tenir cette cadence pendant 10 ans, par exemple. Hum, Ça va impliquer à ce que je n'ai pas de famille. Quoi, j'ai une femme pour moi qui soit super patiente, mais j'arrive quand même à trouver le temps de voir les amis. Mes hobbies, c'est quoi? C'est passer du temps avec mes amis. Je sais pas pourquoi, mais hum, je suis beaucoup comme ça. Rester avec mes amis, vraiment parler de tout et de rien. Parler de comment on voit le monde. D'ailleurs, je faisais ça beaucoup énormément avec mes amis. Depuis qu'on était petit, on parlait vraiment beaucoup des choses qui étaient en avant sur nous. De comment on voyait la vie, comment on voyait les choses, passer ce genre de moments. Oui, beaucoup. Je, j'aime, je joue un peu aux jeux vidéo. J'aimais ouais. beaucoup, mais avec les années, voilà, j'ai plus trop le temps de le faire. Mais quelque chose que je continue à faire, je suis passionné de culture générale, en fait, de façon générale. Hum, Ouais, c'est de la tautologie, mais de façon générale, je suis passionné de culture générale. Donc, je regarde beaucoup de reportages. Même quand je suis au boulot, parfois, je travaille. Je mets YouTube, mes écouteurs, les petits reportages qui parlent vraiment de tout, tu vois. les Il n'y a pas un podcasts, sujet particulier. Tout. Dès qu'on parle de quelque chose, c'est-à-dire que je dois découvrir, c'est-à-dire si c'est même découvrir un pays, une ville, je dois découvrir un secteur d'activité, un métier, tout, vraiment, je regarde tout. Quand on va me hum, parler de la Chine, on va me parler de comment le business évolue en Chine, comment le secteur du tourisme évolue en Chine, je vais regarder tout ça. hum, Pendant il fut une période où même maintenant, j'aime beaucoup plus quand je regarde toutes les success stories en Afrique, beaucoup en Afrique, Rwanda, Abidjan. Je suis abonné à des pages comme ça. hum. Des gens qui partagent leur expérience, leurs difficultés, leurs challenges. J'aime regarder, écouter ce genre de choses. Même si je regarde pas, j'ai les écouteurs qui dans les oreilles et j'écoute. Ça me permet de développer mon mindset, ça me permet de développer, de découvrir des opportunités que je ne soupçonnais pas, de Hmm. voir la faisabilité de certaines choses que je ne pensais pas. Donc, oui, on va dire culture générale, culture boursière, j'aime beaucoup la bourse, tu sais, le marché financier. Même si cette année, je me suis pas trop intéressé à ça. Mais tu as pu comprendre que c'est ce que je faisais en agent de notation. Oui, Donc là, oui. la bourse, le marché financier, la culture générale, passer du temps avec des amis. Les voyages aussi, j'aime beaucoup, mais bon, voilà. En agent de notation, voilà, c'était le cas, on voyageait beaucoup, mais bon, même si c'était pour le boulot, mais quand même passionnant, tu vois, d'aller Hmm. découvrir tout. Mais il va falloir vraiment une période de ma vie où j'aurais... D'ailleurs, même c'est pourquoi j'aime toujours me diriger vers les métiers où j'aurai l'opportunité de pouvoir voyager. Bah, ça, c'est une anecdote, Ah, mais ah. oui. Donc là, C'est là, en ce quelque moment, chose tu voyages de... pas mal. Tu as des Non, possibilités de dans mon, voyager dans mon, bientôt. bientôt peut-être, oui, mais dans mon nouveau boulot depuis que je suis venu, j'ai déjà voyagé pour le boulot que j'occupe. J'ai eu à faire un mois d'immersion à Abidjan. Mais après, bon, il y a des possibilités. Vraiment, chez nous, il y a des possibilités. Mais pour le moment, comme j'ai beaucoup de choses à faire, je Hmm, ne me penche pas là-dessus. Il y a des possibilités, hmm, il y a des programmes d'échange avec nos filiales sœurs qui sont dans les autres pays. Il y a la possibilité d'aller voir ce qu'ils font là-bas, vraiment des programmes d'échange, ce genre de trucs là, que la banque nous offre. Mais bon, j'ai pas encore commencé à regarder ça, à part l'immersion d'accord. que j'ai fait au tout début. Voilà. Une dernière, un petit dernier mot pour toi. Est-ce que il y a des jeunes qui nous suivent, qui ont peut-être le bac ou qui sont
qui commencent leurs études supérieures ou qui sont un peu avancés aussi, hein, qui sont bientôt Mhm. diplômés. Voilà, tout type de profil qui peut nous écouter. Mhm. Est-ce que tu as un dernier conseil, un tout petit conseil, quelque chose qu'ils peuvent garder de cet échange, de ton parcours, de cette discussion? Un takeaway. Ouais, ça, c'est l'expression de mon directeur, ça, le takeaway. Bon, voilà. Moi, je ne prétends pas être un modèle. D'ailleurs, c'est un exercice que, quand tu m'en as parlé, j'étais dubitatif parce que voilà, j'ai jamais fait ça. Je sais que je parle beaucoup avec mes amis, on se donne des conseils mutuels. Ça, c'est fait. Mais voilà, si ma voix ou que mon histoire peut motiver en quoi est certain, c'est tant mieux. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté d'en parler. C'est une première déjà. Tout ce que je peux dire va se résumer à mon mindset, que il faut toujours essayer, il faut faire sa part, tu vois. Moi, j'ai 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 grandi avec ce mindset. Je sais pas qui personne me l'a dit, mais avec le temps, je me rends compte que ça se regroupe beaucoup à tout ce que beaucoup de grands penseurs disent. J'ai donné une citation de Paul Kagame qui dit travaille dur jusqu'à ce que ça fasse mal parce que la pauvreté fait beaucoup plus mal. Je trouve que ça Hmm, n'est pas loin de mon mindset initial qui dit qu'il faut toujours essayer de faire sa part. hmm, Parce que tu vas toujours essayer jusqu'à ce que ça ne donne. Tant que tu n'as pas eu de résultat, tu n'arrêtes pas, tu essaies toujours. C'est la même chose de travailler jusqu'à ce que ça fasse mal. Et hmm. récemment, je pense que c'est une expression qui existait, mais récemment, il y a mon directeur général qui nous a fait une formation qui disait que pour lui, la chance, et puis je pense que c'est une citation de quelqu'un, je sais plus de qui, mais il dit que pour lui, la chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Ouais. Quand les gens disent que tu es chanceux, il y a la chance, il travaille, il trouve du travail. Oui, mais tu ne vois pas ce que la personne a fait derrière. Tu Hmm, vois pas les sacrifices, les nuits blanches, tu vois pas tout ce que la personne a dû investir derrière. Donc aujourd'hui, une opportunité peut se présenter à toi, mais si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas la saisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que oui, je sais pas, on cherche un ingénieur dans tel domaine. Tu veux être ingénieur, tu as toujours rêvé d'être ingénieur. Ta préparation sera quoi? D'avoir ton diplôme en ingénierie, d'avoir des notions en ingénierie pour qu'aujourd'hui, cette opportunité-là, quand elle est là, on puisse l'associer, la matcher avec toi. Et si tu hmm, n'as pas cette préparation, tu n'as pas pris le temps préalable de faire cette préparation, c'est vraiment très vaste. C'est-à-dire, tu n'as pas pris le temps de faire cette préparation, tu peux pas prétendre avoir cette opportunité. Même si on te la donne aujourd'hui par affinité, devant, tu vas te casser la figure. hmm, Donc, tout ce que je peux dire hmm. aujourd'hui, c'est, comment, simple, c'est de faire sa part. Quand je dis sa part, comment, d'essayer en tout cas. Parce que oui, il y a des gens qui ont la bonne volonté, mais ça ne marche pas. Moi, je t'ai dit, Hmm. mon parcours, je l'ai résumé en te racontant que voilà, ça s'est bien passé. Tu vas te dire que, ah, lui, il a eu plein d'opportunités, ça a été facile. Non. Pour une opportunité, il m'est arrivé, si je fais un ratio, d'avoir fait peut-être 20, 30 candidatures. Et en agence quand j'étais comment il s'appelle? Quand j'étais dans le centre d'appel, quand on s'est rencontrés pour la première fois pour faire l'entretien, le premier centre d'appel que j'avais fait en rentrée, j'avais des gens qui disaient que j'ai postulé mercredi, on m'appelait, j'ai postulé mercredi de la semaine passée, on m'appelait cette semaine, le lundi pour l'entretien. Pourtant, moi, de mémoire, j'ai fait plus de 11 dépôts dans l'entreprise là, avant qu'on m'appelle. Le même centre d'appel, 11 dépôts. Même sans, j'ai fait de D'accord. mémoire. Et je faisais en ligne. Quand je regroupe tout, parfois je faisais en ligne et j'allais déposer les CV. Hmm, Parfois je faisais que en ligne, je n'allais pas, je me déplaçais pas. Mais quand j'avais fait le point une fois, j'avais fait 11 dépôts avant qu'on ouais. m'appelle. Et ça s'est étalé sur des mois. Donc, tu vois, essaie toujours jusqu'à ce que ça ne marche. Si on ne m'avait pas appelé, que j'étais à Dakar, je cherchais toujours le boulot, j'aurais toujours cherché dans mon domaine, mais j'aurais continué par déposer. Hmm, Donc, c'est vraiment de faire sa part, de ne pas te dire que j'ai essayé 4, 5 fois, ça n'a pas marché. Non, tu n'as pas le choix. Si tu avais le choix ailleurs, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux passer à une autre étape. Mais quand tu essaies aussi, il faut toujours essayer en retenant des leçons du passé. Faut pas essayer de la même façon. Si tu as fait, peut-être, tu as eu une présentation de CV qui n'était pas très bonne. Après, j'essaie de voir, ah, pourquoi on m'appelle pas? Peut-être que mon CV n'est pas assez hmm, présentable, j'ai pas mis assez de bonnes informations. Donc, tu essaies, mais en essayant de retenir des leçons, en t'améliorant. C'est ce que hmm. vraiment, moi, je peux dire que tes internautes,
de faire sa part et d'essayer, jusqu'à ce que ça marche. Merci Voilà. beaucoup, Christian, pour ce conseil. Bon, on arrive au terme de notre enregistrement là. En tout cas, je voulais te remercier pour ton parcours, pour ton parcours. Je trouve très très inspirant cette ténacité, euh, cette philosophie de toujours essayer. Et peut-être que tu le dis pas aussi, mais vraiment il y a une ténacité que je vois dans ton parcours. C'est de Merci. toujours, toujours, toujours y aller, toujours, toujours, toujours. Envoyer 30 CV. Envoyer 11 CV à la même entreprise. C'est quand même être un peu fou. Mais quand même se dire que ça va finir par marcher, quoi. Et donc, Oui, ça, c'est quelque chose que je retiens. Et je te dis merci de ce partage-là. merci à toi. Je te souhaite de grandir, de continuer à évoluer vers les choses que tu as envie d'accomplir, de les accomplir et qu'on puisse trinquer bientôt à ces Merci. succès-là qui arrivent et à ces succès déjà passés et qui sont présents aussi que tu es en train d'accomplir tout doucement. Merci, Merci à toi. merci beaucoup, Christian. Et à très bientôt. Quand je viendrai à Lomé, on ira boire un coup. Inch'Allah, comme disent mes amis sénégalais. Inch'Allah. Merci, Rodrigue. Merci Allez, pour merci. Ouais, ciao. l'invitation et merci pour ton émission. Ciao.